Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver pour le décryptage de cet fait marquant l'actualité au Bénin. C'est votre émission débat 100% Bénin. Bonjour et bienvenue. En un an de gouvernance, le régime Talon aurait battu tous les records en termes de non-respect de certaines dispositions de la loi fondamentale. Et oui, même réunis, dit-on, les régimes successifs depuis l'avènement du renouveau démocratique à ce jour n'auraient pas fait autant dans la même durée d'action, souligne nombre d'observateurs. En 12 mois de gestion du nouveau départ, plus d'une dizaine de textes de loi ont été pris pour des causes pas forcément indiquées, dit-on. Pour être plus précis, on évoque une méconnaissance des textes de loi ou encore, si vous préférez, des décisions en violation flagrante de la Constitution du 11 décembre 1990. Un record qui, pour nombre de constitutionnalistes et juristes de haut rang, n'est pas à célébrer, mais à décrier. Il constituerait un recul net en matière d'acquis démocratique. Les derniers actes à avoir particulièrement focalisé l'attention et fait dresser les cheveux sur la tête 5 lois, objets d'examen par la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution du 11 décembre. Des 5, 3 furent renvoyés pour relecture car contraire à la Constitution. En cause, la loi sur les collaborateurs extérieurs, la loi relative au partenariat public-privé, la loi portant code des marchés publics. Des lois adoptées par la grande majorité des députés à l'Assemblée nationale. Une 7e législature qui regorge pourtant de compétences avérées. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on arrive à se camoufler de plus? Les députés se jouent-ils du chef de l'exécutif ou le chef serait-il par hasard lui-même le problème? Ou, en d'autres termes, serait un chef plutôt mal conseillé? Et quelles pourraient être les conséquences à long terme de ces recherches incessants? Une kyrielle de questions autour desquelles se fera le débat du jour. Thème au menu, violation récurrente au Bénin de la Constitution à l'ère du nouveau départ. Méconnaissance des textes ou signe de malaise qui ne dit pas son nom. Déjà installé pour l'instant débat, un acteur politique et un homme de droit. Je me retourne d'abord vers l'acteur politique. Gustave Sonon est son nom. Ancien ministre des Transports sous le régime de Boni Yayi, il fut l'un des barons des forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Gustave Sonon, bonjour. Bonjour, monsieur Yetoni. Je ne sais pas quel est votre indice de mesure des barons d'un régime. En tout cas, c'est ce qui nous a été de tout temps rapporté. Dites aujourd'hui, quels sont vos liens avec la FCBE? Je suis et je demeure FCBE. Vous êtes et vous demeurez? Oui. La précision vaut aussi la peine. En face de lui, un homme de droit, lui là non, Maître Alain Orunla, avocat au barreau de Cotonou, au Bénin. Maître Alain Orunla, bonjour. Bonjour Joël. Comment vous portez? Très bien, merci. Et très heureux de débattre avec monsieur le ministre Sonon, que j'ai l'occasion pour une fois de voir de près. Donc je suis près des étoiles. C'est le plateau aussi des miracles, des grandes rencontres. Oui. Loi sur les collaborateurs extérieurs, celle relative au partenariat public-privé, celle portant code des marchés publics. 3 lois déclarées contraires à la Constitution par la haute juridiction de la Cour constitutionnelle. Dans l'une de ces décisions en date du 20 avril dernier, une énième décision du genre sommant le gouvernement de revoir sa copie. Et pourtant, les balises pour éviter de tels revers ne font pas défaut. Oui, je me retourne vers le ministre qui sait comment se passe de ce genre d'initiative et qui pourrait comprendre ce qui s'est réellement passé. Et demandez juste objectivement alors, Gustave Sonon, quelle lecture faites-vous de ces décisions? Je commence par les toutes dernières. Les 3 lois qui ont été déclarées contraires à la Constitution. Oui. D'abord, dans votre introduction, vous parlez de copie retournée au gouvernement. Oui. À revoir sa copie. Ce sont des propositions de loi. Ce sont des propositions de loi. Pourquoi vous dites que c'est le gouvernement? Ce n'est pas le gouvernement. Ça, c'est d'abord ma première précision. Oui. C'est vrai qu'on a... Donc, vous répondez indirectement à l'une de mes interrogations, que c'est les députés qui se cachent derrière tout ça. Mais étant donné que c'est des propositions de loi, ça suppose que c'est une initiative, parlementaire, point. Et que c'est vrai que pour toutes les sessions, que ce soit en plénière ou en commission, le gouvernement participe. Mais si c'est des propositions de loi, les députés doivent assumer
l'entière responsabilité. Ah, vous plantez bien le décor. Oui. C'est vrai que on a senti que, au lieu que ce soit des projets de loi, ça a été une voie détournée pour que ça se retrouve au niveau du Parlement, que ce soit les parlementaires qui portent. Sinon, depuis longtemps où on dit c'est le gouvernement, je dis mais non, faites d'abord l'analyse par rapport à ce qu'on a constaté, à ce qui est. Et ce qui est, c'est une proposition de loi, point. Et ça a été voté à l'unanimité. Donc, s'il y a faute, on va d'abord attaquer les députés. La précision en vaut la peine, mesdames, messieurs, parce qu'en son temps, des précisions ont été apportées. C'est à dessein que la démarche a été adoptée comme telle, des propositions de loi, il faut le souligner, pour éviter des écueils. Et pourtant, c'est arrivé. Gustave Sonon, je me retourne encore une fois vers vous. Oui. Ces balises ont été mises, éviter que le gouvernement et les députés ne se retrouvent dans de beaux draps. Mais c'est arrivé. Oui. Comment ça peut s'expliquer? La Cour constitutionnelle qui méconnaît ces tests, ou que faut-il retenir concrètement? Non. C'est une interrogation. Non. C'est nous qui avons voulu qu'il y ait une démocratie pluraliste, ensuite avec séparation des pouvoirs. Les trois principaux pouvoirs que nous connaissons habituellement, l'exécutif, qui est appelé à exécuter, vous me permettez la tautologie, à exécuter les lois, et le Parlement qui édite les lois, et maintenant le judiciaire qui tranche les litiges. Mais on a dit une séparation des pouvoirs. En même temps, on veut une séparation souple. Mais il faut qu'à un moment donné, même s'il y a séparation, que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et il n'y a que la Cour qui arrive à faire cet arbitrage. Je crois que c'est l'article 114 de la Constitution qui lui donne ce plein pouvoir. Et pour toutes les lois également, c'est cette Cour qui doit contrôler la constitutionnalité de ces lois avant leur mise, leur promulgation. Donc aujourd'hui, moi je trouve que la Cour est dans son droit. Il faut prendre d'abord la décision de la Cour et chercher à voir si véritablement est-ce que la Cour ne dit pas le droit. Je suis convaincu que quand vous analysez, moi je ne suis pas juriste, mais je sais que le droit, c'est le bon sens. Objectivement, vous voyez ça. Et n'oubliez pas que pour la plupart de ces propositions de loi, on avait décrié. Les gens ont décrié beaucoup. Ça suppose quoi? En principe, les députés devraient prêter attention déjà aux différents cris. Au lieu de dire, bon, ce sont des syndicalistes aigris, ce sont des ceci, etc. On devrait chercher à comprendre beaucoup plus. Et ça pose un véritable problème. C'est pour ça que j'ai cherché à clarifier, pour dire que c'est proposition de loi. Quel problème ça pose? Non, le problème que ça pose, c'est quoi? C'est à croire que proposition de loi, normalement, ça vient de ceux qui éditent vraiment les lois et qui sont appelés, en principe, là, une loi, parce que tout est mis en œuvre pour qu'on évite ce genre de problème. Si c'est une proposition de loi, c'est que le gouvernement n'édite pas des lois. Donc, ça, c'est un projet. Mais avant que ça n'atterrisse sur la table des parlementaires, là, le gouvernement envoie au niveau de la Cour suprême, où il y a des juges qui apprécient et qui donnent un avis avant que le gouvernement n'envoie. Donc vous voyez, si on suit ces étapes, on va éviter les situations que nous connaissons actuellement. Mais on dit au niveau des députés, ils sont des spécialistes. Donc normalement, on n'a plus besoin d'une étape intermédiaire parce qu'on suppose que tous ont des cabinets où ils sont censés être conseillés parce que c'est eux qui éditent les lois. Donc normalement, moi, les commentaires que j'ai entendus dans la presse où on a, c'est-à-dire, on incrimine directement le gouvernement, je dis non, la faute, proposition de loi et on attaque le gouvernement. On devrait d'abord attaquer. Parce que c'est pour ça que moi je trouve que l'accompagnement que la certaine législature fait actuellement
avec le régime actuel suscite beaucoup d'interrogations. On y reviendra. La lecture de Gustave Sonon, elle est claire. La responsabilité est toute située. Les députés devraient jouer à fond leur partition. Mais je me retourne vers l'homme de droit, Maître Alain Ronla. D'autres questions que beaucoup se posent, et des hommes de médias aussi, pas des moindres. On pourrait même lire certaines unes. Par exemple, à quoi joue la Cour constitutionnelle? Et la question, je vous la pose, homme de droit que vous êtes, la Cour constitutionnelle n'en fait-elle pas un peu de trop? La Cour constitutionnelle ne joue pas. La Cour constitutionnelle fait son devoir, pour le bonheur d'ailleurs de notre démocratie, malheureusement beaucoup plus à charge. Je veux dire qu'elle se trouve confinée dans le rôle récurrent de retoquer les projets ou propositions de loi qui lui parviennent et dont la non-conformité à la Constitution est flagrante. Quand vous parcourez toutes ces décisions, c'est moins le fond que la forme ou la présentation des choses qui est sanctionnée. Ça veut dire qu'il y a un manque de travail législatif élémentaire, parce que se faire retoquer sur des questions comme par exemple la compatibilité de fonctions gouvernementales avec une fonction d'enseignant, par exemple, c'est le b.a.-ba, ou des décrets portant dissolution d'associations estudiantines, alors pourtant que la Constitution est très claire. Ça vous allez directement vers le gouvernement. Et garantit la liberté d'association. Le mécanisme législatif est un mécanisme de coopération, de collaboration, voire de complicité entre le gouvernement et le Parlement. C'est d'ailleurs biaiser les choses que certaines lois qui étaient attendues et annoncées par le gouvernement, qui conduit l'action du pays, hein, c'est le chef de l'État qui conduit l'action du pays, je ne vois pas en quoi est-ce qu'un parlementaire serait bien inspiré, par exemple, de mettre à disposition de l'exécutif une loi sur le partenariat public-privé, réclamée à corps et à cri par le chef de l'État. Donc il y a déjà un vice dans la présentation des choses, il y a trop de politique. Mais à l'arrivée, c'est un mécanisme de collaboration. Il n'y a pas de loi sans intervention du Parlement, peu importe qui a l'initiative. Et dans un état de droit, c'est le gouvernement qui a la plus grande initiative à prendre, puisque c'est elle qui définit, qui détermine et conduit son action et demande ce qui pourrait lui faciliter la tâche. Donc, les copies corrigées le sont à l'endroit ou à l'encontre aussi bien du Parlement qui ne fait pas son travail de filtre qu'à l'endroit du gouvernement. Alors, pour revenir à la question fondamentale, mais heureusement que la Cour constitutionnelle est là. Elle est là, ça veut dire qu'elle a un regain d'activité. Ça veut aussi surtout dire qu'il y a une suractivité au niveau de l'exécutif. On a besoin d'instruments nouveaux, on en fabrique, mais on ne fait malheureusement pas suffisamment attention aux écueils constitutionnels qui sont pourtant simples, faciles d'accès, puisque notre Constitution n'est pas épaisse. Et donc, on échappe malheureusement à ce contrôle a priori. Bien sûr que notre Constitution prudente, qui aurait d'ailleurs dû s'abstenir de mettre une Cour constitutionnelle, puisque chacun de nous doit placer son action sous le respect de la loi et de la Constitution, heureusement que notre Constitution a prévu un contrôle de conformité ou un contrôle de constitutionnalité pour éviter que cette inflation législative se fasse au détriment. Ça fait partie justement de l'une des balises. Et l'Assemblée nationale, dans son rôle de filtre, a évoqué l'homme de droit tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché toutes ces fois-là, et en l'occurrence concernant ces propositions de loi? Quand on sait qu'au préalable, les députés ont eu à tenir aussi des séminaires pour mieux s'approprier le contenu du document. Mais comment, à l'arrivée, peut-on avoir de tels résultats? Bon, je pourrais dire que les députés ont fait un peu preuve de légèreté dans le traitement des dossiers. À l'annonce de la session extraordinaire portant sur une douzaine de lois, moi je me suis inquiété. Je dis, mais qu'est-ce qui presse si tant pour qu'on cherche à courir? Parce que les propositions ou les projets de loi, tout ce qui est loi, il faudrait que chacun, pour pouvoir les apprécier à sa juste valeur, qu'il y ait
des consultations. Quand je prends le cas, par exemple, des collaborateurs extérieurs, on devrait associer les syndicats. Je crois que ça n'a pas été le cas. Et les syndicats n'ont pas manqué d'alerter. Ils ont même passé la nuit. Et puis, bon, les députés ont fait sourd oreille. Or, ça aurait été plus simple qu'on les écoute que ce qui est arrivé là ne devrait pas arriver. Quand je prends le projet de loi sur PPP et marché public, personnellement, par exemple, sur marché public, bon, moi, j'étais en voyage quand je me suis rappelé et j'ai appelé un député pour dire « Ah, est-ce que vous avez pris en compte tel élément ?» Parce que ça faisait partie des situations où on se disait que le jour où on va vouloir voter cette loi, si on n'est pas une nouvelle loi, je crois que c'est pour amender l'ancienne loi de 2009, qu'il faille qu'on intègre ce paramètre-là. Je vais parler des contrats pluriannuels. Parce qu'au niveau du secteur des travaux publics, l'ancienne loi nous oblige à passer des contrats annuels. Or, l'entretien du réseau exige, parce que quand vous voulez passer un contrat, la durée moyenne pour pouvoir passer un contrat, c'est 5 à 6 mois. Vous allez puiser 5 à 6 mois dans une année, vous vous retrouvez pratiquement déjà en septembre et vous n'arrivez pas à faire grand-chose. Donc, on a décidé qu'on puisse voir au niveau, par exemple, du Code des marchés publics, qu'on insère les contrats pluriannuels. On pourra passer des contrats de 3 ans. Là, on aura cette latitude que nos voix vont bien se porter. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais je ne sais pas si, à un moment donné, les députés ont eu ce temps pour pouvoir consulter les différentes couches et autres. Et moi, lorsqu'on voulait réviser la Constitution, ça fait partie de mes préoccupations où je disais que la configuration du Parlement me pose problème. Parce que n'importe qui peut aller au Parlement. N'importe qui? Oui. Non, dès que tu milites et que tu es dans un parti politique ou mouvement, tu peux te retrouver là-bas. Ça, c'est vrai, oui. Or, avec le Parlement que nous avons connu sous la Révolution, Assemblée nationale révolutionnaire, quand je vois la configuration, je dis, mais on pouvait quand même faire une adaptation. C'est-à-dire, toutes les couches sont représentées. C'est vrai que sous le PRPB, était la pensée unique. C'était le seul défaut qu'il y a. Pourquoi? Vous trouvez que cette configuration est meilleure à ce à quoi on oui, assiste? Puisque justement, les lois dont on parle, forcément, ça touche soit l'économie, soit le social, soit un aspect donné. Mais Gustave Sonon, nous avons quand même des gens d'un parcours très honorable et remarquable qui siègent au sein de cette Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il faut forcément citer les noms, vous les connaissez, vous avez été ministre. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse avoir quelque chose de qualité? Maître Adrien Mbodi, il fait partie de ceux qui ont eu la chance de conduire les rênes de l'Assemblée nationale pendant un certain nombre de temps. Vous avez dit Coloré, un ancien président de l'Assemblée nationale qui maîtrise les rouages du Parlement. Je ne sais pas s'il faut continuer. À Moussou Bruno, il est là. Et puis récemment, Nago. Le professeur Nago. Oui. Mais on ne comprend pas. Non, je vous comprends. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en me disant que les députés ont fait peut-être preuve de légèreté. Oui, c'est l'homme politique qui parle avec beaucoup de gants. Non. On ne comprend pas, peut-être. Quelle légèreté empêche de voir ce qui peut après C'est pour dire être que ceux-là ne peuvent pas être là, par exemple, et quelque chose du genre peut arriver. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été suffisamment prudents. Parce que, je dis, session extraordinaire, tout le monde sait que c'est 2 semaines. 2 semaines, les députés travaillent, je crois, 4 fois. 4 fois parce qu'ils ne travaillent pas mercredi. Ça veut dire que c'est 8 jours. Et vous avez 12 lois à étudier quand même. Ça risque d'être un travail bâclé. Or, quand on prend chaque loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit faire objet de consultation. Et ça, ils le savent. Oui, ils le savent. Mais la plupart des lois, on sent que normalement, ça devait être une initiation du gouvernement. Et j'ai dit, si c'était une initiation du gouvernement, ça aurait déjà subi un premier filtrage où on ne devrait plus assister à ce genre de choses. Qu'est-ce qui peut amener un gouvernement, puisque vous en avez fait partie,
à ne pas prendre un cheminement comme celui-là qui pouvait éviter? Non, c'est ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure. On a dit que nous avons opté pour la démocratie, régime présidentiel avec séparation des pouvoirs, mais une séparation souple avec la possibilité que les pouvoirs se concèdent. La procédure, l'introduction par le gouvernement, comme je suis en train de le dire, ça passe par cette étape, mais l'idéal aurait été que si c'est des moyens qui manquent à la Cour suprême, qu'on puisse donner les moyens à la Cour suprême pour pouvoir faire son travail correctement, comme la Cour constitutionnelle le fait. La Cour constitutionnelle aussi pouvait, ce qui fait aujourd'hui que tout le monde, et je trouve très déplacé, les commentaires qui sont faits à l'endroit de notre Cour constitutionnelle, parce que c'est l'une des institutions qui nous a sauvés depuis 1990. Et ce n'est pas forcément lié, c'est lié à la personnalité même du président. C'est ce que je constate. La première Cour constitutionnelle, par exemple, les militants du parti au pouvoir ont marché sur la première Cour constitutionnelle. Parce qu'une décision a été prise et qui n'était pas en faveur du pouvoir. Et n'oubliez pas qu'on a tendance à faire croire que, comme le président de la Cour constitutionnelle actuelle a été nommé par le président Dr Boni-Yayi, on a tout fait de politiser. Non, c'est faux. Lisez les décisions et qu'on sorte pour voir si est-ce que ce n'est pas juste. La preuve aussi, sous Dr Boni-Yayi, je crois, il y a la loi sur... Non, le gouvernement avait pris une décision d'interdire les déguerpissements par voie de justice. Vous vous souvenez, les affaires domaniales. La suspension de l'exécution des décisions. Mais la Cour a dit que c'est contraire à la Constitution. Bon, Maître Alain Rolla, le verre reste dans le fruit. On se rappelle que lors du lancement de son PAG, le chef du gouvernement a demandé aux députés de bien vouloir l'accompagner dans ses initiatives. Serait-ce le prix que l'exécutif est en train de payer? Accompagner, ça signifie tout de même un peu de recul et de clairvoyance dans les initiatives. C'est un aspect secondaire des choses, parce que moi je voudrais nuancer les propos de M. le ministre. Il y a la pertinence des lois, c'est-à-dire on a envie d'aller vite, par exemple dans le domaine des PPP, on a envie de faire ceci, d'être pragmatique, et les députés outillés peuvent se pencher sur la pertinence des moyens que l'on veut se donner, dont on veut se doter pour aller vite. Mais il y a l'autre débat qui est la compétence pour apprécier la légalité, la constitutionnalité des moyens. Et ça, c'est d'abord une question de compétence. Est-ce que nos députés, est-ce que nos acteurs politiques, est-ce que nos gouvernants sont suffisamment sensibles ou sensibilisés à la primauté du droit et de la Constitution, qui ne fait pas 500 pages? Première question, dans tous les pays où ça fonctionne, on ne vient pas aux affaires sans un parcours universitaire avec une bonne dose de droit, puisque quand on parle d'état de droit, ça veut dire que tout est soumis ou subordonné au droit. Deuxième chose, les députés, même outillés, se font accompagner par des juristes qualifiés qui passent au peigne fin le contenu de ce que le politique voudrait faire et analyse sa conformité par rapport aux normes. Les cabinets des députés. Les cabinets des députés, des ministres. L'État a des conseils juridiques. Le garde des Sceaux, c'est le premier conseil juridique du gouvernement qui enseigne le droit et donc qui doit pouvoir faire ce filtre. Pareil chez les députés. La troisième chose, et ça c'est le filtre que le constituant nous a mis, c'est la Cour constitutionnelle dont le travail essentiel est de connaître par cœur la Constitution qui n'est pas épaisse et de recadrer ce qui doit être conforme ou pas. La Cour constitutionnelle n'est pas là pour dire « Ah, mais la loi sur le PPP, c'est bien, ça permet au Bénin d'évoluer ou pas. » On vérifie si cette loi ne heurte pas les principes généraux et dictés à la Constitution. Donc, c'est un travail facile en principe. C'est un travail facile et si nous arrivons à ces extrémités, c'est parce qu'il y a soit une volonté délibérée de méconnaître la Constitution, de l'ignorer. À quelle fin? Dans le feu de l'action, quand je parle d'ignorance,
Ça peut être une méconnaissance, ça peut être la non prise en considération, ça peut être la nécessité d'aller vite. Et ça peut être tout simplement que l'on sous-estime, on se dit que c'est un engin qui est là pour nous empêcher d'évoluer et que tout passerait. Et donc la Cour constitutionnelle, qui est parfaitement dans son rôle, ce n'est pas une cour d'opposants, c'est une cour technique qui rappelle à l'ordre, malheureusement, parce que chaque fois qu'un projet se fait retoquer, ce n'est pas à l'avantage des gouvernants, ce n'est pas à l'avantage non plus de la Cour constitutionnelle. Donc c'est là qu'il faut garder les choses. Et tous les mécanismes qui conduisent à l'élaboration et à l'adoption de nos lois démontrent à suffisance qu'aucun acteur ne joue son rôle véritable. Le président de la République, qui est parfaitement dans son droit, demande au Parlement de l'accompagner. C'est son droit. L'accompagnement doit se faire. On ne refuse pas la collaboration, on ne refuse pas la complicité. Mais ce qui est plus délicat, c'est la complicité dans l'asservissement ou dans la cécité de ce qui est conforme ou non à la Constitution, ce qui laisse supposer que l'on n'analyse pas forcément la pertinence des instruments que le gouvernement réclame ou que certains députés, puisqu'on parle aussi de propositions de loi, voudraient mettre à la disposition de ce gouvernement pour évoluer. Et fort heureusement, il y a la Cour constitutionnelle pour sanctionner ce genre de comportement. Quand on sait comment les lois se votent, quand on sait par exemple qu'une loi de finances surréaliste, je parle de PAG parce que ne faut pas être la moitié d'un imbécile pour comprendre que c'est ambitieux. Voilà comment PAG n'est pas une loi. Non. Il y a la loi des finances. Dans l'une des déclinaisons, vous voyez ce que je veux dire, la loi de finances est une déclinaison de ce PAG. Donc ce qu'on nous a envoyé, qui a été adopté à l'unanimité, ça veut dire qu'on n'a pas lu. Je ne veux pas lu. Je ne veux pas faire d'injure. Quand vous prenez le PAG et que vous voyez la part réservée aux investissements extérieurs dont aucune condition n'est remplie pour qu'ils viennent, c'est déjà utopique. La belle preuve, c'est qu'il y a des collectifs qui ont été envoyés. Quand on voit, par exemple, la manière dont on s'apprêtait à examiner le projet de loi portant révision, j'ai discuté avec beaucoup de députés qui m'ont très clairement donné l'impression de ne pas avoir lu les textes. Parce que quand on vous dit on va amender, on va faire ceci, on va faire, ils ne lisent pas. Malheureusement, on ne lit pas, on n'analyse pas, parce qu'un bon accompagnement, c'est d'abord des corrections, c'est d'abord... Donc s'approprier le document. Mais au-delà de ces trois propositions de loi polémiques, oui, vous voulez rebondir rapidement sur... Oui, allez-y. Le maître a dit quelque chose là, je voulais l'appuyer par rapport à ce qu'il a dit. Vous voyez par exemple au moment de la révision de la Constitution, les députés ont fait cas des articles 154, 155, 156 de notre Constitution et de la décision de la Cour constitutionnelle de 2006 et on a oublié exprès celle de 2011. Pourquoi dites-vous exprès? Mais exprès parce que c'était une jurisprudence qui disait que ne peut faire objet de révision l'article qui touchait le mandat. Mais donc c'est pour dire un peu que on veut accompagner et puis bon, on se dit bon peut-être que on dit non, on s'en tient à ce qui est dans la Constitution alors que la Constitution de 1990, entre-temps nous sommes en 2017, il y a eu des évolutions des jurisprudences. On devrait, je dis mais tout au moins là, vous devez faire cas de ça pour dire qu'est-ce qu'on en fait. On attend pour que tout le document soit voté, ça va au niveau de la Cour. Bon, si la Cour ne peut pas se dédier, sera obligée de dire, bon, je vous aime bien, mais je vous retourne votre copie. Vous avez l'impression que ça abuse un peu trop avec le feu? Bien sûr, bien sûr. Moi, je l'ai toujours dit. Je dis, mais c'est pour ça que dans la démarche, je proposais une assemblée pour qu'on s'asseye, parce que c'est une question politique. Ça donne l'impression qu'on a voulu bloquer quelqu'un. Et la Cour est allée un peu plus loin, puisque ce n'était pas expressément dans la Constitution. La Constitution a prévu 3 choses qui ne devraient pas faire objet de révision. Sur les décisions aujourd'hui qui ont été demandées à être revues, on en compte en un an plus d'une dizaine. Certains parlent de 12, d'autres 14. Maître Alain Orula, pour un gouvernement qui a beaucoup fait rêver et avec aussi là des compétences vraiment avérées,
on en connaît, qui ont eu la chance de faire l'expérience déjà de la gestion au sommet de l'État plus d'une fois. Et pourtant, avec un garde des Sceaux qui a aussi un parcours qui force l'admiration, on s'interroge. Qu'est-il en train de se passer? Le chef serait-il finalement mal conseillé ou plutôt, quelque part, il y a un esprit malsain, comme on dit, qui serait en train de vouloir tout rabattre là où il ne faut pas? Il n'y a pas un esprit malsain. En fait, bon, j'ai vu que vous me trouvez peut-être abscon, parce que il y a des fondamentaux à respecter. Et le fondamental, c'est quoi? Que prévoit la Constitution? Et est-ce que ce que nous voulons entreprendre, parce que quand on est dans le feu de l'action, c'est d'abord le résultat qui est privilégié. Mais on se doit de confronter les instruments dont on voudrait se doter avec les règles en place. Exemple simple. Le peuple a faim, il a à manger derrière la clôture. Un homme d'action se dit, escaladons, allons nous emparer de ce qu'il y a dans la concession. Et il ne fait plus attention au fait que la loi ou la Constitution interdisent que l'on rentre par effraction. Donc si on rentre par effraction, il faut s'attendre à une sanction. Et ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes dans un besoin de pragmatisme qui nous fait souvent ignorer le gardien du temple, c'est-à-dire la Constitution. On est tellement dans la banalisation des règles de droit dont on n'a pas toujours la bonne compréhension. Quand on dit on est un État de droit et que la Constitution édicte des principes, il faut avoir un outillage et une sensibilité à la chose pour comprendre. Voyez-vous, par exemple, lorsque mon confrère et ami, d'ailleurs, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui enseigne le droit, qui façonne des esprits, en tant que politique ou en tant que membre de l'exécutif, participe à la mise en place d'un décret qui réglemente ou qui supprime le droit de se réunir ou de s'associer. Écoutez, s'il n'avait pas été au gouvernement, je suis certain qu'il serait le premier à crier pour dire, mais attention, cela viole la Constitution. Parce que la Constitution dit liberté. Alors, l'environnement dans lequel il est actuellement l'empêche d'apprécier les choses. Je veux dire que le gouvernement est peut-être sous pression, veut aller vite, mais il y a surtout un problème d'ignorance. Je le dis, moi je parle français, ignorari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas conscience de ce que l'action doit se placer dans un cadre légal, dans un cadre constitutionnel. Il y a une banalisation, on ne joue pas avec le feu, il y a une banalisation qui témoigne de ce que nous n'avons pas intégré. La notion d'état de droit, que nous n'avons pas les réflexes, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, je passe à autre chose, qui ont considéré pendant longtemps que les services juridiques ne servaient à rien, alors que c'était le service central de filtre. Et il a fallu faire tout un travail pour démontrer que si le droit ne permet pas de gagner de l'argent, il évite d'en perdre. Donc la Constitution peut-être freine des élans de pragmatisme que le profil de nos gouvernants rapproche de cette envie d'aller vite, etc., mais les éloigne de ce qui fait le garant de la pérennité et de la continuité de l'action du peuple, la Constitution, les lois. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut faire un travail, c'est-à-dire qu'il faut étoffer nos différentes institutions, nos parlementaires. Il faut exiger un maximum de connaissances juridiques. Il faut exiger un accompagnement juridique qui ne soit pas politique, parce que vous pouvez avoir de très brillantes idées, lorsqu'elles ne sont pas conformes au cadre, au socle dans lequel nous avons décidé de vivre ensemble, votre action est inefficace et c'est ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire moins de politique politicienne, plus de recul et plus de méthode dans l'élaboration des outils de travail. Moins de politique politicienne pour espérer avoir des résultats beaucoup plus probants. Non, non, c'est l'idéal. Bon, mais je voudrais dire qu'au niveau du gouvernement, les décisions ne se prennent pas consensus et non, bon, on ne vote pas. Et ça fait que vous avez beau appartenir à un gouvernement, vous pouvez vous retrouver en porte-à-faux avec des situations du genre. Je veux parler de la situation actuelle, c'est-à-dire que
Le consensus, comme on dit que le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Vous pouvez être 100. Et l'idée peut provenir d'une seule personne. Si la seule personne arrive à vous convaincre, vous êtes obligé de... C'est pour ça que l'impression que moi j'ai actuellement, ça va un peu dans le sens de ce que dit le maître. Mais c'est comme si, soit le chef, il est difficile de conseiller le chef, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans un environnement où on pourra vraiment faire face pour dire la vérité au chef. Si tel est le cas, moi j'aurais souhaité que le président de la République puisse créer l'environnement pour permettre qu'il y ait plus d'écoute. Parce que je suis convaincu que c'est ceux qui devraient y avoir des voix pour soulever telle ou telle chose, mais sous l'effet effectivement de l'action, on a cherché à aller plus vite. Et c'est la même situation qu'on note au niveau du Parlement. Parce que c'est vrai, au cours, je ne sais pas si c'est au cours de la présentation des vœux, où le président de la République a souhaité que les députés l'accompagnent. C'est tout à fait logique. Bon, en blaguant, je trouve que c'est en blaguant, hein, il dit, bon, j'aurais même souhaité... C'était à l'occasion du lancement du PAG. Voilà, j'aurais souhaité que vous votez le plus rapidement possible. Et ça se vote rapidement. Oui, tout ça, mais n'empêche pas, c'est ce qu'il dit. Il faut que l'homme, c'est-à-dire que soit c'est lui qui n'a pas créé l'environnement. Parce que si par exemple vous êtes mon patron et que je n'ose même pas vous regarder en face pour pouvoir vous dire, bon, ça là ne tient pas, vous comprenez, je serai obligé de subir, de me taire. C'est un peu ce que je dis. Ou bien, bon, on vient accompagner pour accompagner. C'est pourquoi il faudrait que les gens s'asseyent pour se remettre en cause, au lieu de chercher à charger la Cour constitutionnelle comme si, bon, elle fait un peu de trop. Pour le moment, moi, je n'ai pas encore vraiment les preuves pour dire qu'elle fait un peu de trop. Moi, je demande, la Cour constitutionnelle est dans son bon rôle. Bon rôle. Oui. La Cour constitutionnelle n'en fait pas de trop. C'est malheureux que la Cour constitutionnelle en soit à corriger des choses qui auraient pu être évitées. C'est ce qu'il faut comprendre. Maître Alain Roula, certains observateurs se désolent de ce que déjà une dizaine de décisions sur lesquelles la Cour a été obligée de demander à ce qui est relecture et que malheureusement aucune des décisions dans l'ensemble n'a été prise en compte. Je cite à la volée le décret portant nomination des membres de l'ACEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste par exemple. C'est l'une des faiblesses, par exemple, de notre Constitution. Écoutez, moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je passe ma vie à faire du droit au quotidien. Oui. Mais c'est une faiblesse que j'avais relevée très tôt. Quelle est la caractéristique de la loi? C'est qu'il y a la force comme sanction. C'est-à-dire que quand une décision de justice est rendue, par exemple, il faut qu'elle soit accompagnée d'une contrainte pour être exécutée. Or, malheureusement, notre loi la plus fondamentale, la Constitution, n'a pas prévu de mécanisme de contrainte. On dit que les décisions de la Cour constitutionnelle, qui sont sans recours, s'imposent aux autorités. C'est un vœu pieux dans un univers où, sans contrainte, vous n'avez pas d'exécution. Si bien que les décisions de la Cour constitutionnelle sont très souvent des victoires à la Pyrrhus. Même lecture? Non, c'est même lecture. La Cour, malheureusement, ça reste au niveau du constat. Malheureusement. Malheureusement. La bientôt, preuve, même si c'est contre la violation des droits ordinaires, bon, la Cour s'arrête pour dire que telle personne a violé les droits. Et puis, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On ne fait pas on ne répare pas les préjudices créés. Mais bientôt, il va falloir procéder au renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle. Certains disent le chef de l'exécutif aura sa cour. À quoi pourrions-nous assister dans les tout prochains jours? Je ne partage pas ces opinions et ces procès d'intention. Ce n'est pas parce qu'un président a été nommé par l'autre président que c'est forcément sa cour. La preuve, c'est que c'est sous la présidence du président Rollo que le président Talon est devenu président. Bien sûr. Donc je crois qu'à partir de là, il y a au moins une présomption de neutralité et d'impartialité que j'invite les uns et les autres à respecter. Oui. Non, c'est parfaitement même avis. Hein, et je dis que les gens se trompent.
parce que ceux qui seront nommés ont une personnalité tout au moins. Et il y a aussi, de plus en plus, il y a aussi la veille citoyenne, hein, les gens ne baissent pas aussi la garde et qu'on aura le temps d'apprécier. De toutes les façons, comme je le disais, depuis 1990, on a vu les présidents de la Cour, hein, ils ont été tous appréciés et je ne souhaite pas que les analyses où les gens sont en train de dire, bon, le président aura sa cour, il va nommer son président. Moi, dans les propositions de révision de la Constitution, j'ai souhaité même que les présidents des institutions, comme par le passé, soient nommés par le président de la République. Non, oui, bien sûr. Pour assumer, parce que nous sommes dans un régime présidentiel de type fort. C'est le président de la République. Oui, parce qu'une élection, on sait comment les élections se terminent. Si on dit que ce sont les pairs qui vont élire le président, on sait comment. Ça va devenir une guerre entre le président en exercice et puis d'autres lobbies, comme d'habitude. Et ça, il faut l'éviter. Il faut l'éviter parce Gustave Sono, sur la question, on y reviendra, ça a d'autres développements, je comprends. On y reviendra, mais très rapidement, si vous devez faire une conclusion avant qu'on ne mette un thème à l'émission. Non, je voudrais simplement souhaiter que les gens ne cherchent pas à discréditer notre démocratie parce que c'est ce que nous avons de plus cher et très respecté. Et lorsqu'on sent que la Constitution résiste à la révision, ça veut dire que les pères fondateurs ont suffisamment réfléchi. Et c'est pourquoi je souhaite vraiment qu'au début, j'avais dit, si on doit la réviser, il faut qu'on adopte une démarche élégante qui enlève tout soupçon. Merci, Gustave Sono. Oui, Maître Alain Orula. Je conclurai en disant et en rappelant une phrase, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de démocratie parfaite, il y a des démocrates. J'invite les acteurs politiques à s'approprier la notion de l'état de droit et à recentrer les débats sur la nécessité de la conformité de l'action gouvernementale à la loi fondamentale, et on aurait moins d'incidents. Merci à vous, Maître Alain Orula, Gustave Sono. Merci aussi pour la disponibilité. Mesdames, Messieurs, cette citation de Honoré de Balzac, avant de mettre un thème à ce numéro de votre émission débat 100% Bénin, la loi, c'est la raison d'un pays. Mais les mœurs, qui souvent n'ont pas de raison, l'emportent généralement sur elles. Face aux tentations et fortes pressions que pourrait subir le prince seul, la veille citoyenne accrue peut aider à sauver les meules. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore d'avoir été des nôtres. À très vite.